Voilà, bonsoir madame, bonsoir messieurs. Merci de suivre ce 12e entretien, notre programme destiné à recevoir les candidats présidents de la République dans le cadre de la présidentielle 2018. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir quelqu'un, peut-être pas bien connu du grand monde politique. Il est en face de nous. Il s'agit de monsieur Noël Tchani Mwadianvita, que nous avons le plaisir de saluer en votre nom. Bonsoir et merci d'être là, monsieur Noël. Bonsoir. Alors, brièvement, vous êtes congolais, né dans la ville de Gandajika. C'est dans la province de Lomami, actuellement. 61 ans, père de famille. Vous êtes docteur en économie, spécialiste en banque et finance, sorti de l'université Paris-Dauphine. Vous avez évolué longtemps à la Banque mondiale en tant que directeur, chef de mission pour le développement du secteur privé et financier. Vous avez également beaucoup travaillé dans le secteur de transformation des pays de l'Afrique de l'Ouest. On en saura un peu plus tout à l'heure. Vous avez également, c'est très important pour nous, co-présidé en 1997 à la commission de la réforme monétaire qui aboutit au lancement du franc congolais, notre monnaie nationale. Vous parlez couramment français et aussi anglais. Et à votre actif, vous avez plusieurs publications. Je ne vais pas les citer toutes. Vous avez par exemple Construire des banques centrales crédibles, un ouvrage publié en 2012. La bataille pour une monnaie crédible, également en 2012. Et Des temps désespérés, des mesures audacieuses, un plan Marshall pour la République démocratique du Congo. C'est un livre que vous avez sorti donc en 2016. Je ne suis pas exhaustif, c'est quelques éléments en fait qui permettront aux téléspectateurs de savoir qui vous êtes, à moins que vous ayez peut-être un petit détail à ajouter sur cet aperçu biographique. Oui, d'abord je voudrais vous remercier de me recevoir ici donc à la RTNC. Comme vous avez dit, je suis congolais, né en Gandajika dans la province de Lomami, dans le Grand Kasaï. Mais l'élément qu'il faudrait ajouter en plus, c'est que je suis un produit 100% congolais, car j'étais sorti de ce pays, envoyé par le gouvernement du Zaïre à l'époque, avec la bourse du gouvernement zaïrois pour aller étudier à l'étranger, avec l'idée qu'une fois que j'ai étudié à l'étranger et que j'ai acquis des connaissances et de l'expérience professionnelle, que je puisse revenir me mettre à la disposition du pays. Et quand vous avez terminé, vous vous êtes évanoui? J'arrive. J'ai étudié en Belgique, en France, aux États-Unis, jusqu'à obtenir mon doctorat en sciences économiques de l'Université de Paris-Dauphine. Et après cela, j'ai fait des études postdoctorales à Harvard University, dans l'État de Massachusetts, aux États-Unis. Une fois que j'ai terminé, j'ai travaillé dans les banques commerciales à New York, banques commerciales et banques d'investissement à New York et après à la Banque mondiale à Washington. J'ai un total de 38 années d'expérience professionnelle solide. J'ai travaillé sur les 5 continents, sur 85 pays différents. J'ai une expérience à revendre. Je pense qu'une expérience comme la mienne serait très utile pour mon pays. Alors, je voudrais répondre à la préoccupation qu'une fois que j'ai terminé les études, voilà, oui. Pourquoi je ne suis pas revenu. Vous savez, à l'époque, quand on terminait les études, on avait le choix de revenir ici, d'être au chômage ou de continuer à étudier. C'est comme ça que j'ai étudié, je suis allé d'université en université et j'ai obtenu, après le diplôme d'État, 15 diplômes universitaires. C'est un record, moi je dis. Pourquoi? Parce que le gouvernement m'avait envoyé pour aller étudier et j'ai fait toutes les études possibles. Et je pense aussi que l'expérience professionnelle que j'ai dû acquérir après avoir terminé les études, cette expérience était importante. Je plains souvent donc nos étudiants lorsqu'ils vont à l'étranger et qu'ils apprennent des cours théoriques et ils terminent, ils courent vite ici pour devenir des ministres. Et à la fin de la journée, ils n'ont rien appris sur le plan pratique. Moi, j'ai combiné des connaissances théoriques, des connaissances scientifiques acquises sur les bancs de l'université, mais aussi l'expérience professionnelle acquise dans des sociétés beaucoup plus développées que la RDC, mais également dans d'autres pays en développement. Donc voilà, je pense que cette expérience est utile à la RDC. On va approfondir tout ça dans les minutes qui suivent. Alors, vous venez de rentrer au pays, après des décennies à l'étranger, vous arrivez, vous vous jetez à l'eau, comme on dit. Alors, avec quel programme spécifique, différent de tous les discours que nous avons déjà entendus dans ces pays, et plus particulièrement sur ces plateaux, et que vous voulez déployer
pour le développement de ces pays. Avec quel discours original? Vous savez que je suis très différent de tous les candidats. Donc là, je précise sur le plan politique, économique et social, avant au fait d'entrer en détail. Vous savez que je suis très différent de tous les candidats dans cette course à la présidence de la République. Je suis spécialiste du développement, banquier de développement. Ce que ça veut dire, c'est que je suis spécialiste d'aller dans des pays en difficulté, faire le diagnostic de ces pays-là, monter des stratégies de développement, mettre ces stratégies de développement en collaboration, bien sûr, avec le gouvernement du pays pour arriver à changer la donne. Et j'ai travaillé sur 85 pays. J'ai eu l'expérience donc de l'avoir fait ailleurs. Je l'ai fait 85 fois dans 85 pays. Par exemple, quand j'ai commencé à travailler sur les îles du Cap-Vert, le produit intérieur brut du Cap-Vert était de 170 $. 20 ans plus tard, le Cap-Vert a un produit intérieur brut par habitant de 7 000 $ aujourd'hui. 7 000 $ à comparer par exemple au produit intérieur brut par habitant de la RDC qui est de 458 $. Je pense que la RDC a beaucoup à apprendre d'un pays comme le Cap-Vert qui a réussi. On va approfondir le domaine politique, le domaine politique 30 minutes après. Alors, en politique, puisque vous voulez entrer dedans, votre plan, en fait, votre vision devrait reposer sur quel soubassement politique? Puisqu'il n'y a pas d'économie sans politique en amont. Vous avez raison, il n'y a pas d'économie sans politique, mais je voudrais dire déjà une chose, c'est que je n'ai jamais été politicien dans ma vie. Et vous n'avez jamais été politicien? J'ai jamais été politicien dans ma vie, j'ai jamais occupé un poste politique dans notre pays. Et alors vous entrez là-dedans pourquoi? J'entre dedans parce que j'ai constaté que mon pays a échoué à cause des politiciens. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous avons échoué parce que le leadership n'a pas été à la hauteur des ambitions de développement du pays. Je viens ici, docteur en sciences économiques, avec 38 années d'expérience professionnelle solide dans des pays développés, mais également dans des pays en voie de développement sur 5 continents. Oui, mais vous aviez oublié votre pays pendant 38 ans, déconnecté de toutes les réalités politiques, sociales et même économiques. Laissez-moi vous corriger. Aujourd'hui. Laissez-moi vous corriger là-dessus. Ce n'est pas correct que j'avais oublié mon pays pendant toute cette période de temps. Je vous rappelle que quand j'ai travaillé à la Banque mondiale pendant 28 ans, la Banque mondiale, c'est une institution qui appartient à la République démocratique du Congo et à d'autres pays aussi. Donc je n'ai jamais abandonné la RDC en travaillant dans une institution qui appartient à notre pays. Et d'ailleurs, le fait que j'ai été à la Banque mondiale, c'est quelque chose dont la RDC devait être fière. Vous savez que c'est une institution où pour y entrer, il faut être bien équipé sur le plan donc des connaissances théoriques, mais être d'un niveau d'intégrité irréprochable. Et il y a des concurrences entre les citoyens venant donc de tous les pays du monde. Quand on recrute un citoyen, par exemple sénégalais, le Sénégal applaudit. Alors, quand on sélectionne un citoyen congolais donc à la Banque mondiale, le Congo devait être très content qu'ils aient donc un citoyen congolais. On va arriver, M. Noël. Alors, maintenant, vous voulez entrer en politique pour faire quoi? En fait, je reprends ma question clairement. Donc, quelle est votre vision politique sur laquelle doit reposer votre programme économique que vous proposez pour la République démocratique du Congo? J'entre en politique après avoir constaté l'échec de mon pays par la gestion par des politiciens. Comme je vous ai dit, depuis très longtemps, les politiciens ont géré ce pays, mais où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Nous sommes classés comme étant le pays le moins développé de la planète, avec le PIB par habitant, le plus bas du monde, avec une population littéralement clochardisée, avec un taux de chômage de 85% de la population active. C'est pas trop fort ce que vous dites là, M. Tchani. Je peux vous donner des statistiques. Je vous invite à aller sur Google et mettre classement des pays par PIB par habitant. Tous les pays du monde. Oui, nous sommes pas les derniers du monde quand même. J'arrive. Les derniers du monde, vous dites. Laissez-moi finir maintenant mon raisonnement. Classement de tous les pays du monde fait par Index Mundi, utilisant les statistiques internationales préparées par des institutions internationales. Quand vous regardez ce tableau-là, vous allez trouver que la RDC est classée 224e sur 226 pays. Le seul pays qui a derrière nous, c'est la République centrafricaine. Parce que nous sommes à égalité à 800 $, d'après donc les statistiques qui sont données donc dans ce tableau-là, à 800 $ donc avec le Burundi. Moi, je pense que nous devrions être honteux, nous devrions avoir honte de la situation de notre pays à cause de ça. Jacques, nous restons d'abord dans le domaine politique. Oui, Monsieur Noël Tchani. Il aura le temps d'approfondir. Il veut vraiment à tout prix qu'on aille à l'économie. Restons en politique. Vous avez un plan Marshall, Noël Tchani, pour
la reconstruction et le développement de la RDC. Exact. Et dans ce plan-là, vous avez 15 piliers. Et je prends le premier, promouvoir la paix, la sécurité et l'état des droits, ainsi que la démocratie. Comment est-ce que vous allez vous y prendre? Je voudrais dire au peuple congolais que notre pays vit une situation d'insécurité généralisée qui a abouti aux 90 fausses communes dans le Grand Kassai, aux charniers Zimé à l'est de la République, aux tueries de Beni de Butembo, mais également aux fausses communes donc de Maluku. C'est une situation dont nous devons avoir honte. Moi, je ne peux pas tolérer en tant que chef de l'État de voir un seul citoyen congolais tué comme ça au hasard, par des milices, par des gens non identifiés, mais également même par l'armée et la police congolaise. Ce que je vais faire, c'est quoi? Pour établir la paix, la sécurité sur l'ensemble du territoire national. C'est réformer la police, l'armée, les services de sécurité pour les rendre républicains, pour qu'ils ne soient pas au service d'un individu, qu'ils soient au service de tout le peuple congolais. Pour cela, ce que nous devons faire, c'est faire l'inventaire d'abord de tous les éléments en uniforme. Nous voulons savoir qui est dans notre armée. Il vient d'où? Il a quelle qualification? Qu'est-ce qu'il a eu comme background dans le passé? A-t-il commis des crimes dans le passé ou pas? Une fois que nous avons fait cet inventaire, à supposer qu'on arrive par exemple à déterminer que nous avons 50 000 éléments dans la police et que 5 000 de ces 50 000 sont dans une situation irrégulière où ils ont commis des crimes ou bien ils n'ont pas de formation suffisante. On va les sortir donc de la police. Nous allons prendre ce qui reste. Maintenant, nous poser la question de savoir est-ce qu'on a besoin de 45 000 personnes pour maintenir la paix sur l'ensemble du territoire national. Si on détermine qu'on a besoin de 100 000, nous allons recruter 55 000 nouvelles personnes. Mais ces nouveaux recrutements, on va les faire en utilisant un certain nombre de critères. Ils doivent être congolais, ils doivent être patriotes, ils doivent avoir une formation suffisante. Des jeunes gens qui sortent de nos universités sont bien équipés aujourd'hui pour rentrer dans la police et avoir une formation de qualité, être équipés. Et une fois qu'ils ont reçu tout cela, nous allons les déployer maintenant sur l'ensemble du territoire national pour qu'ils soient responsabilisés à maintenir la paix. Monsieur Noël, la plupart des jeunes qui sont de la police sont des universitaires. Je sais, mais je voudrais simplement donc vous dire ici que si nous avons déterminé qu'on a besoin de 100 000 et qu'il y a besoin de recrutement supplémentaire, on va le faire. Mais maintenant, il y a un élément additionnel que je veux faire qui n'existe pas aujourd'hui. Nos policiers, nos militaires, nos agents de sécurité ne sont pas traités correctement. Je veux revoir le système de rémunération. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui porte l'arme et qui n'est pas payé correctement, il devient dangereux pour la société. Je vais établir le système de salaire minimum garanti que j'ai établi à 1 000 $ par mois au moins, payable à tous les fonctionnaires de l'État, aux policiers, aux militaires, aux agents du service public, tout le monde qui travaille donc sur l'étendue du territoire national. Un salaire minimum garanti de 1 000 $ par mois. On va y arriver, M. Noël Tchani. Ça, ce sera un élément de motivation. Nous restons un peu sur le plan politique également. Et pour parler de votre budget, le plan Marshall de Noël Tchani vaut 800 milliards de dollars américains. Sur 15 ans. Sur 15 ans, exactement. Mais là où le bas blesse justement, vous voulez devenir président de la République. Le mandat d'un chef d'État, c'est de 5 ans renouvelable une fois. Alors, comment vous pouvez concevoir un plan pour 15 ans? Avez-vous l'intention de violer la Constitution? Pas ou du bien tout. de briguer un troisième mandat qui est interdit? Je suis constitutionnaliste et je voudrais que tous les Congolais donc sachent que quand je suis président de la République, ce sera pour 5 ans renouvelable une fois. Alors votre plan va dans 15 ans. Laissez-moi finir. C'est-à-dire que vous allez laisser, il y aura le goût d'inachevé dans votre programme. Laissez-moi finir s'il vous plaît. D'accord. Ce que j'ai conçu, ce n'est pas un petit projet de société des partis politiques. C'est une vision de développement pour régler des problèmes spécifiques. C'est-à-dire nous sommes sous-développés. Que faire pour que nous devenions pays émergents ou pays développés? En combien de temps? Et j'ai déterminé 15 ans. Nous avons 85% de la population active au chômage. Que faire pour créer une situation de plein emploi où tout le monde aura du travail? Et ça va prendre combien de temps? J'ai déterminé 15 ans. Nous avons aujourd'hui des infrastructures de base qui sont littéralement détruites. Nous n'avons pas de routes, de chemins de fer. Nous n'avons pas de villes modernes. Que faire pour construire tout cela? Et ça va prendre combien de temps? Et j'ai déterminé 15 ans. Que faire pour donner de l'électricité à toutes les familles congolaises, de l'eau à toutes les familles congolaises, de services de télécommunication, de téléphone à toutes les... J'ai déterminé 15 ans. Mais ça, votre c'est la vision mandat de est de développement. 5 ans. Oui. J'arrive. Ça, c'est la vision de développement pour régler des problèmes qui existent aujourd'hui. Maintenant, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pendant cette période-là pour arriver à contribuer à mettre en place un processus de développement qui va être durable?
j'ai déterminé que pendant le premier mandat, je vais fonctionner avec un budget donc de 100 000 $, 20 millions de dollars 20 milliards de dollars donc par an, multiplié par 5, donc 100 milliards de dollars pendant le premier mandat. Et ensuite, quand le peuple congolais va me renouveler la confiance, je pourrai avoir encore donc 5 ans total, donc de 10 ans, je vais respecter la Constitution. Mais parce qu'il s'agit d'une vision de développement. Je ne suis pas Vous allez le seul. respecter la Constitution, je vais respecter mais sans la Constitution. épuiser votre plan. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. D'accord. Je vais respecter la Constitution, mais je ne suis pas seul dans la force du changement, qui est le regroupement politique qui me soutient. Il y a des jeunes gens qui travaillent aujourd'hui donc avec moi, qui vont apprendre comment mettre en œuvre une vision de développement, qui auront travaillé avec moi. Je ne vais pas désigner un dauphin parce que le système des dauphins est antidémocratique. Ce que je vais faire, c'est qu'à la fin des 10 ans, je vais laisser les gens dans la force du changement se faire concurrence entre eux. Le meilleur va gagner et cette personne va être le porte-étendard maintenant pour représenter la force du changement lors de la 11e année, c'est-à-dire une fois que moi je me suis retiré de la politique. Ils pourront continuer à mettre en œuvre la vision de développement que nous aurons conçue. Si c'est un autre regroupement, laissez-moi finir s'il vous plaît. Oui. Je vous donne un exemple concret pour que vous puissiez bien comprendre. La ville de Paris a été conçue par un architecte qui s'appelle le baron Haussmann. Il travaillait à la mairie de Paris. Mais une fois qu'il a conçu donc le plan de construction de Paris, il a travaillé pendant 4 ans pour mettre en œuvre le plan et une fois qu'il a terminé les 4 années, il s'est retiré. On continue à construire Paris jusqu'à aujourd'hui parce qu'il a laissé une vision pour la construction d'une ville moderne. C'est ça que je voudrais faire. Je voudrais mettre le Congo sur la voie du développement durable, mettre en place les mécanismes pour que tout le monde puisse voir comment on développe un pays. Et une fois que je me retire, ils vont continuer. Et d'ailleurs, ce sera mon honneur pour pouvoir dire que j'ai formé des gens qui continuent à développer la RDC au profit du peuple congolais. Voilà. Okay. Très bien, M. Noël Tchani. Un beau discours, on doit le reconnaître. Un discours très intéressant. Mais la question, Oscar l'a dit, on reste en politique. Où M. Noël Tchani bâtit de campagne? Les gens ont l'impression que ce discours-là, c'est un discours de salon. Tous les challengers de Tchani, j'en viens, sont soit dans les Congo central, soit chez vous en Gandajika, soit dans la province orientale. Mais M. Tchani est à Kinshasa. Ce discours est compris par qui finalement? Par les gens que nous sommes dans ces plateaux, par les gens qui viennent chez vous consulter dans votre bureau. Est-ce que les Congolais lambda comprennent ces discours-là de Noël Tchani avec son fameux plan Marshall? Qui vous comprend finalement? Vous posez vous posez une excellente question. Et je vais vous répondre que j'utilise aujourd'hui les moyens modernes, des technologies modernes pour battre la campagne. Ce n'est pas suffisant. Oui, et je vais aller... Laissez-moi finir. Une fois que vous me posez la question, laissez-moi répondre, s'il vous plaît. Ces moyens-là, pour les compléter, ne sont pas accessibles à tout le monde. Voulez-vous me dire que je perds mon temps? Le taux de pénétration de net au Congo est de moins de 20%. Voulez-vous me dire que je perds mon temps aujourd'hui à passer sur la RTNC pour m'adresser au peuple congolais? Je pense non. Laissez-moi finir. Mais laissez-moi finir, s'il vous plaît. Allez-y, on vous en prie. Chaque jour, je suis sur Top Congo, sur Radio Okapi, sur des télévisions B1 qui sont vues à travers donc, le pays. Je pense que c'était moyen de communication. Mais j'aurais souhaité faire mieux que ça, me déplacer à l'intérieur du pays. Je voudrais vous informer que la semaine où il y a eu fermeture de l'ambassade américaine, j'ai reçu des menaces sérieuses. Des gens qui m'ont appelé à 3 heures du matin, pendant qu'on s'apprêtait à pouvoir aller à l'intérieur du pays, qui m'ont mis en garde, qu'on va tirer sur moi. Pourquoi? Ceci, bon, je ne connais pas, ils ont des raisons à eux. Donc, ceci, il y a des services qui ont été informés, et ils mènent donc des enquêtes donc là-dessus parce que... Mais laissez-moi quand même finir, s'il vous plaît. Tshisekedi voyage, il Fayou le voyage, Chadari voyage, pourquoi on traite sur Noël Tchani? Il y a problème. Je vais vous dire une chose, c'est que nous ne sommes pas équivalents. Vous êtes en train de comparer des gens qui ne sont pas les mêmes. Je suis perçu. Mais si vous ne me laissez pas terminer, moi je voudrais peut-être arrêter cette émission. Allez-y, ne vous permettez pas. Ok, je voudrais vous dire une chose, c'est que quand vous me posez une question, laissez-moi parler. Allez-y. Parce que sinon, ça ne sert à rien que nous puissions nous disputer pendant 90 minutes. Les téléspectateurs on continue, M. Noël, on continue. Ben voilà, je vous dis que dans la limite du possible, je souhaiterais faire le tour du pays. Je suis d'ailleurs au regret de constater qu'aujourd'hui, ceux que vous dites ont été à l'intérieur du pays. Quand ils veulent venir faire la campagne à Kinshasa, on vient d'avoir une interdiction qu'ils puissent faire la campagne. Alors c'est quel genre de démocratie dans laquelle nous vivons? Moi, je souhaiterais qu'on nous laisse libres de faire la campagne. Si je fais la campagne par des réseaux sociaux,
par les médias, pas des apparitions donc sur des télévisions. Laissez-moi le faire. C'est mon choix, c'est ma liberté. Mais quand je décide aussi donc de me déplacer à l'intérieur, et je vais le faire, et je voulais le faire. Et d'ailleurs, j'ai des doutes sérieux qu'on pourra arrêter la campagne électorale, donc normalement, pour qu'on ait l'élection donc le 23 décembre. Pourquoi? Parce que les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui. Pour qu'on dise qu'on aura une élection transparente, crédible, démocratique le 23 décembre. Et il y a des choses que moi je pense, il faut que nous soyons responsables pour affronter donc la réalité en face. Lorsqu'on apprend qu'il y a un entrepôt de la CENI qui a pris feu ici, et qu'on nous dit qu'il y a 8000 machines, ou même plus que 10 000 machines qui ont été brûlées. Vous pensez vraiment que nous allons avoir l'élection le jour suivant comme si rien ne s'était passé? Je doute fort. En plus de cela aussi, on nous dit que M. Nanga, le président de la CENI, est encore en Afrique du Sud, ou bien il serait revenu. On est en train donc de ramener, les bulletins de vote, tout est déjà les dans le PV et pays. consorts. Mais nous avons un pays de 2 342 000 km², grand comme l'Europe occidentale, et sans infrastructure. Vous pensez qu'on va acheminer tous les cheveux dans les bulletins de vote, donc à Nganajika, à Kabinda, à Sakania et consorts? Je doute fort. Donc c'est tous ces éléments-là qui vous ont empêché de battre campagne à la manière des autres? Non, il ne faut pas confondre les choses. Je considère juste que le 23 décembre, je doute fort qu'on ait l'élection présidentielle ce jour-là. Il y aura report, et moi, je vois cela arriver avec ce qui est arrivé dans la ville de Kinshasa aujourd'hui. On va arriver donc à ce résultat. Et s'il y a report, vous allez voir Noël Tchani faire le tour du pays parce que certaines précautions ont été prises pour que les menaces qui m'ont été perpétrées puissent être gérées donc correctement. Okay. Tchani, vous avez dit tantôt ici que vous battez campagne autrement par les moyens technologiques modernes, les réseaux sociaux, les médias qui passent à travers le pays. Avez-vous l'impression que c'est efficace? Le feedback que vous recevez, ça vous rassure? La deuxième, M. Tchani, vous dites qu'il y aura un report. Vous n'êtes pas à la CENI, est-ce que je sache? Au lendemain de l'incendie de l'entrepôt de la CENI, le colonel Nanga a rassuré à tous les trois Congolais que le 23, il y aura élection. Et vous qui n'êtes pas à la CENI, vous prétendez qu'il y aura report. Quel est l'élément d'appréciation de cette Non, je ne prétends pas qu'il y aura report. J'analyse les faits et j'ai dit, je doute fort qu'on ait les élections telles que prévues le 23 décembre. Si M. Nanga a dit tout ce qu'il avait comme information et qu'il estime que le 23 décembre, on est prêt pour avoir l'élection dans de bonnes conditions, tant mieux. Non. Je ne pourrais qu'applaudir, mais je doute fort que cela soit le cas. Et je vais vous dire pourquoi. Il y a la question même de la machine à voter continue à diviser l'opinion congolaise. Nous avons la question des 6 600 000 électeurs sans empreinte digitale. Il faut qu'on arrive à un compromis sur cette question-là. Il y a des questions logistiques énormes. Toutes ces questions... Mais c'est révolu, monsieur David. Non, j'arrive. Il y a eu donc la Fondation Westminster qui était venue ici, qui a fait un certain nombre de recommandations. Est-ce que la CENI a pu mettre en œuvre toutes ces recommandations ou pas? Nous ne savons pas du tout. Il est important qu'avant d'aller dans une élection, qu'on ait un minimum de consensus sur ces questions qui fâchent. Et jusqu'à présent, je ne vois pas cela. Mais Tchani, vous êtes en train de penser qu'il y aura pas l'élection le 23, vous entendre parler. N'est-ce pas le fait que M. Tchani n'a pas assez de moyens dont disposent les autres et qu'il a peur, il est limité et qu'il estime que si le 23 on y va, il est mal barré? N'est-ce pas une affaire de moyens peut-être qui vous met un peu dans cette position-là défaitiste? Il ne faut pas affirmer des choses que vous ne connaissez pas. Mais je vais vous dire, mais je vais vous répondre. Et je veux des réponses. Noël Tchani a la particularité d'être un homme intègre, propre, qui n'a jamais volé un seul centime de la République. Ceux qui utilisent les moyens de l'État et ceux qui ont volé de l'argent qu'ils déploient pour acheter les consciences des gens, ces gens-là, le peuple congolais va les sanctionner. Et je veux que le peuple congolais sache une chose, je n'ai jamais été corrompu. Je n'ai jamais participé à la prédation des ressources naturelles de la RDC. Et je n'ai jamais fait les détournements des fonds publics. Et je voudrais voir que les candidats qui sont actuellement dans la course, ou ceux qui le soutiennent, qui sont derrière eux, je voudrais qu'ils disent la même chose. Voilà, on évolue. Merci. Bon. Qui est derrière Noël Tchani? Vous dites qu'il y a des gens qui ont des soutiens. Et vous, qui êtes derrière vous? C'est la Banque mondiale. Très bonne question, très bonne question. Noël Tchani, on le sent très assuré qu'il va gagner le 23, au cas où il y a élection et qu'il lui-même redoute. Même s'il n'a pas battu suffisamment campagne. Je voudrais vous dire ceci. Celui qui est derrière le Noël Tchani que vous avez ici, c'est le peuple congolais. Nous avons 92 700 000 Congolais dehors là qui sont dans la misère, dans la pauvreté, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité, qui mangent une fois tous les 2 jours.
qui meurent aujourd'hui à 51 ans, alors que l'espérance de vie ailleurs est de 90 ans. Nous avons cette population qui est clochardisée, qui est malheureuse aujourd'hui, qui est à la recherche donc d'un messie, de quelqu'un qui peut régler ses problèmes, ses défis de développement. Et cette population sait très bien que Noël Tchani ne faisant pas partie du problème. Il vient avec une expérience professionnelle de qualité pour régler les problèmes de la RDC, les problèmes du peuple congolais et permettre à tout le monde de vivre mieux, d'avoir une meilleure qualité donc de vie. C'est ce peuple-là qui va voter. Est-ce que vous êtes suffisamment connu à travers le pays? Je pense que je ne suis pas connu comme ceux qui sont connus actuellement, que vous connaissez les politiciens. Mais ceux qui sont connus comment? En mal. Parce qu'ils ont mal géré le pays. Et nous ont placés dans une situation de misère, de pauvreté généralisée. Moi, je pense que le peuple congolais voudrait voir quelqu'un qu'on ne connaissait pas avant. Mais on me découvre tous les jours. Vous savez, je suis inondé de messages et de coups de fil. Chaque fois que je parle, je reçois des messages de Kisangani, de Boma, de Ouvira, de Sakanya, d'un peu partout. Tout le monde dit « Ah, nous vous découvrons et vous êtes différents de tout ce que nous connaissons. Nous avons besoin de quelqu'un de neuf, quelqu'un qui n'a pas été associé à la mauvaise gouvernance du pays. » Et vous estimez que c'est suffisant pour que vous soyez élu demain chef de l'État? Je pense que le message circule progressivement, chaque jour. Et c'est pour cela que j'apprécie des émissions comme les vôtres. C'est pour ça que j'apprécie des passages sur Top Congo, Radio Okapi, d'autres chaînes de télévision. Mais si le temps me le permet, je ferai le tour et je vais conquérir la République démocratique du Congo. Voilà, non, on évolue. Parce que les gens veulent voir quelqu'un de neuf, quelqu'un de différent. Non, s'il vous plaît, on évolue. Il n'y a pas répondu. On évolue, sinon on va passer toutes les 30 minutes en train de tourner en rond. Monsieur Tchani, on a connu lors du scrutin passé, un certain Oscar Kachala, un citoyen congolais comme vous, qui est arrivé ici à Kinshasa, tambour battant, avec comme mission sauver et développer la RDC. Et les élections terminées, monsieur a pris son avion, donc il est parti, et aujourd'hui, c'est sans écho. Est-ce que ce ne sera pas la même chose avec vous? Moi, je suis sidéré lorsque nos compatriotes soulèvent des questions comme ça pour comparer un individu à un autre alors que nous sommes 92 700 000 et on est tous différents. C'est des cas de figure. J'arrive. Je considère que Oscar Kachala d'abord, il a été très mal présenté dans ce pays. Oscar Kachala est venu, il n'a jamais participé à la mauvaise gouvernance du pays. Il ne fait pas partie du problème. Il est venu pour régler un problème. Il n'a pas été élu. Bon, il a des circonstances qui ont fait qu'il puisse décider donc de repartir là-bas. Je vous informe que pendant qu'il était en campagne ici, Oscar Kachala a perdu son fils, médecin comme lui, formé à Harvard, l'une des meilleures universités de la planète, à 29 ans, qui ne pouvait pas être déstabilisé par un événement comme ça dans une famille. Moi, je ne juge pas Oscar Kachala de cette façon-là. S'il a choisi de retourner là-bas, c'est sa décision, il est tout à fait libre. Mais Noël Tchani sera ici avec le peuple congolais, aux côtés du peuple congolais, pour toujours. Parce que je vous ai dit, vous m'aviez envoyé à l'étranger pour aller étudier, gouvernement congolais. J'ai terminé les études, j'ai eu l'expérience professionnelle. Je reviens aujourd'hui pour être président de la République parce que nous allons développer ce pays ensemble. J'ai une expérience à revendre et je voudrais l'utiliser au profit du peuple congolais. Alors, sur le plan diplomatique, puisque vous avez séjourné longtemps à l'extérieur, il faut relever l'image que se font les partenaires de ces pays vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Alors, est-ce que la perception actuelle, les relations actuelles entre la RDC et les partenaires donc, sont des natures à développer la RDC? Ben, moi, je ne pense pas que les conditions actuelles permettent de développer la RDC. Parce que le leadership est défaillant, il n'y a pas de vision, il y a des corruptions un peu partout, il y a l'insécurité généralisée. Donc, le leadership actuel a échoué. Et c'est pour ça que je suis sidéré d'entendre un des candidats à la présidence prétendre pouvoir faire la continuité. La continuité de quoi? De la mauvaise gouvernance, de l'insécurité généralisée, des crimes, littéralement de l'incapacité à pouvoir gérer le pays. Le Congo a besoin d'un changement et on a besoin d'un changement radical et profond. J'incarne ce changement-là pour n'avoir jamais fait partie de la mauvaise gouvernance du pays, du régime en place. Je n'ai jamais participé à tout ce qui s'est passé dans ces pays, les massacres, les tueries et consorts. Je suis un homme nouveau, propre, qui n'a jamais fait partie du problème. Je fais partie de la solution aujourd'hui. Parlons-en, insécurité. Alors, quelle est votre recette magique? La recette magique, je vous ai dit qu'il y a d'abord la volonté politique. Je suis congolais à 100% et je veux que mon pays puisse retrouver la paix et la sécurité.
Je viens avec la plus grande volonté politique du monde. Après la plus grande volonté politique du monde, je vous ai dit que je vais restructurer l'armée, la police, les services de sécurité pour les rendre congolais, responsables, c'est-à-dire républicains, au service du peuple congolais et non pas au service d'un individu. Je vais bien payer les militaires, les policiers, les agents de sécurité, les fonctionnaires de l'État pour les motiver à faire correctement donc leur travail. Je vais les équiper comme il faut, je vais les former comme il faut et une fois que nous avons ça, ils auront des instructions strictes de la part de Noël Tchani en tant que commandant suprême des forces armées congolaises et de la police nationale, pour qu'ils puissent faire leur travail. Parce que le jour qu'il y a un militaire, un général, qui s'implique dans des tueries, qui s'implique dans l'exploitation illégale des ressources naturelles, on va lui appliquer la loi martiale. Et quand on va faire cela avec un individu, un deuxième, un troisième, ils seront tous au garde-vous et ils sauront que Noël Tchani ne tolère pas l'indiscipline. Vous allez maintenir la MONUSCO? La MONUSCO est là pour une raison bien spécifique. C'est parce que depuis plus de 20 ans. Depuis plus de 20 ans. C'est parce que l'armée, la police, les services de sécurité congolais n'ont pas été à la hauteur pour protéger donc le peuple congolais. Oui, et la MONUSCO a fait quoi? J'arrive. Maintenant, pendant que je suis président de la République, je vous ai dit que la priorité des priorités sera de restructurer l'armée, la police et les services de sécurité. Une fois qu'on les a restructurés et qu'ils sont à mesure de faire le travail comme il se doit, de sécuriser les frontières congolaises, de protéger le peuple congolais, il n'y aura pas de raison que la MONUSCO puisse rester ici. Je serai la première personne à demander aux Nations Unies de pouvoir retirer donc toutes leurs troupes. Mais avant de pouvoir demander, je voudrais m'assurer que l'armée congolaise, la police congolaise et les services de sécurité sont à la hauteur du travail qui est le leur, de protéger donc les Congolais et de protéger les frontières aussi. Alors, dernière question sur le plan politique et où on évolue. Voilà, M. Noël Tchani, toutes ces idées, en tout cas un discours très audible, ma foi, aux électeurs d'en apprécier la quintessence. Mais toutes ces idées-là sont soutenues par quelle formation politique? Vous battez campagne sous quel label? Oui, vous êtes un outsider, comme on dit. Je vous ai dit, je vais vous dire le problème politique que nous avons au Congo. J'ai choisi de me présenter aux élections présidentielles en tant que candidat indépendant pour la simple raison que la situation politique est les sources des problèmes ici. Nous avons 700 partis et regroupements politiques. 700 partis. Je n'ai jamais vu un seul pays dans le monde qui a autant de partis et regroupements politiques. Ces partis-là, il n'y a aucun parti national. Tous les partis sont des partis familiaux, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à des individus pour des gains personnels et qui ne voient pas l'intérêt du peuple congolais. Et vous pouvez d'ailleurs vous en rendre compte. Pourquoi? Parce que tantôt, on a des gens aujourd'hui dans tel parti, demain, ils changent de camp, ils vont complètement dans le camp opposé. Et ils n'ont pas de valeurs. Moi, j'ai des valeurs que je défends. Je voudrais défendre quelles valeurs? Le développement durable du Congo, améliorer le niveau de vie de la population congolaise, sortir le Congo du sous-développement pour en faire un pays émergent à l'espace de 15 ans. Pour cela, j'ai besoin de tout le monde. Je voudrais rassembler toutes les personnes congolaises, les Congolais et les Congolais, tous, quel que soit leur parti politique, à venir derrière cette vision de développement. C'est un objectif clair que nous devons poursuivre. C'est pour cela que mon parti politique, c'est le peuple congolais. Les 92 700 000 Congolais que nous avons aujourd'hui comme population de la RDC, c'est ces gens-là que je voudrais attirer pour que nous puissions nous mettre ensemble, développer le Congo au profit de tout le peuple. Merci, M. Noël Tchani. Merci. Nous allons nous replonger maintenant dans le domaine qui est le vôtre, c'est-à-dire le secteur économique. Vous venez ici proposer le plan Marshall. Je ne sais pas en quoi il est différent des programmes de la Banque mondiale. En fait, vous voulez replonger une fois de plus la RDC dans des programmes rigoureux et contraignants des institutions de Bretton Woods qui n'ont laissé que misère derrière eux. Je voudrais vous dire déjà que le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, qui est contenu dans ce livre qu'on appelle La force du changement, qui est préfacé d'ailleurs par un ancien président africain, Abdoul Diouf, président du Sénégal, ce plan Marshall, je l'ai conçu de ma propre main. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de dictat de la part de quelque institution que ce soit. Et la raison pour laquelle vous voyez qu'il n'y a pas le tampon de la Banque mondiale, c'est parce que j'ai refusé que ça puisse être un plan d'une institution internationale quelconque. Je ne suis pas toujours d'accord avec les politiques de la Banque mondiale dans certains pays. Mais j'ai choisi, en travaillant sur 85 pays différents, j'ai sélectionné les meilleures politiques possibles. Je me suis inspiré de ces politiques-là, de moi-même. Et j'ai conçu le meilleur plan de développement pour la RDC. Je l'ai fait parce que j'aime mon pays. Je vous ai dit que j'ai été formé avec la bourse du gouvernement zaïrois. Je dois quelque chose à mon pays, à mon peuple.
C'est ça que je voudrais l'écrire. Oui, mais monsieur Alors, Noël, maintenant, il est différent des programmes d'ajustement parce que ce que je prône ici, vous allez trouver une combinaison de ce que j'appelle le libéralisme économique, mais avec une dose raisonnable de l'interventionnisme étatique. Parce que je reconnais que dans un pays comme la RDC, il y a des choses que seul l'État peut faire et que si on les laisse simplement au secteur privé, on ne pourra jamais y arriver. Donc, cette approche-là, elle est tout à fait originale. Et j'ai conçu ce plan avant de le rendre public. J'ai demandé l'avis, la participation du peuple congolais. J'ai fait beaucoup donc de séminaires dans la diaspora. Je l'ai présenté au peuple congolais à l'intérieur du Congo. Et d'abord, je voudrais vous informer que le nom Plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, Noël Tchani a été ajouté par un journaliste congolais. Bienvenue Bakoumania, que vous connaissez certainement. Quand il a organisé une rencontre avec des journalistes congolais, ils ont critiqué. On a changé le plan, on l'a rendu vraiment congolais. Et une fois que nous avons eu cette appropriation, on a dit on voudrait y mettre un tampon congolais pour que ce ne soit pas perçu comme étant un plan Marshall conçu par quelqu'un qui vient de l'extérieur. Oui, monsieur... Pourquoi plan Marshall? Parce que Tchani n'était pas aussi connu que le plan Marshall. Pourquoi? Parce que si j'avais dit plan Tchani au départ, je connais le peuple congolais, je connais mes compatriotes, ils allaient dire... Déjà. Non, je ne doute pas de moi. Mais j'ai dit, mais laissez-moi finir, s'il vous plaît. Donc, je vous dis que le plan, si j'avais dit plan Tchani, beaucoup de personnes auraient des difficultés à comprendre. Mais plan Tchani, ça veut dire quoi? Plan Marshall, c'est un terme générique pour dire plan de reconstruction d'un pays. Ça me permet de vendre l'idée facilement aux Congolais à l'étranger sans avoir à passer du temps à expliquer qu'il s'agit... Le plan Tchani, c'est pour reconstruire la RDC. Monsieur Donc, Noël voilà Tchani. la raison pour laquelle on a utilisé ce mot-là. Vous êtes économiste de formation, vous avez dirigé l'équipe de la Banque mondiale avec un programme exemplaire qui a permis au Sénégal d'arriver, n'est-ce pas, à l'annulation de sa dette extérieure. Et pour ça, vous avez reçu les hommages de l'ancien président Abdou Diouf. Alors, revenons à la République démocratique du Congo. Vous connaissez le modèle économique du Congo. Quel est ce modèle et quels sont les mots qui rendent ce modèle économique et quelle thérapeutique apportez-vous? Oui, j'ai fait le diagnostic de la République démocratique du Congo. Et mon diagnostic m'a révélé quoi? Nous avons manqué de leadership depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'était l'élément clé. Nous devons changer la qualité du leadership en ayant à la tête du pays, cette fois-ci, un docteur en sciences économiques. Ça change tout. Deuxième élément important, nous avons manqué de vision de développement. Dans les années 80, le président Mobutu avait parlé de l'objectif 80 et consorts. On n'est pas allé jusqu'au bout. Nous voudrions avoir une ambition de développement très claire, de sortir le Congo du sous-développement aujourd'hui, en faire un pays émergent en l'espace de 15 ans. Cette vision nous a manqué. Nous avons manqué l'expérience même pour concevoir les politiques et les mettre en œuvre. Ce pays n'a jamais été dirigé par un président de la République qui est spécialiste du développement. Je suis spécialiste du développement. Je suis en quelque sorte dans le domaine du développement pour la RDC, c'est que Trésor Mputu est pour nous dans le domaine du football. Mais comment sauver économiquement la République démocratique du Congo? Il faut mettre l'homme qu'il... Voilà, pour être clair, il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et le laisser travailler. L'homme qu'il faut, supposons que ce soit vous, Noël Tchani. Voilà. Mais comment vous allez vous y prendre? Voilà, j'arrive. Oui, avec des actions concrètes. Il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et le laisser travailler en toute liberté. L'homme qu'il faut, à commencer par le chef de l'État. Mettons au palais de la nation un spécialiste de développement, quelqu'un qui ne connaît que comment développer le pays. On va sortir ce pays du sous-développement pour en faire un pays émergent en 15 ans. C'est la première chose. Maintenant, comment le faire? J'aurai une équipe qui va rassembler tous les Congolais. Je vais sécuriser d'abord tous les Congolais, rétablir la paix, la sécurité, parce que je considère que nous n'avons pas à passer notre temps à combattre les rebelles, les milices, à faire la guerre avec des pays voisins. Je voudrais qu'on retrouve la paix, la sécurité. Comme ça, je vais mettre en place une équipe de gens crédibles qui connaissent ce qu'ils font et nous allons travailler ensemble pour mettre en œuvre cette vision de développement. Voilà comment nous allons procéder. Maintenant, on va améliorer la gouvernance. La gouvernance d'un pays est extrêmement importante. Aujourd'hui, le Congo génère beaucoup de revenus, des recettes publiques, mais 85% des ressources naturelles, des revenus des ressources naturelles n'entrent pas dans le budget national. Ça va dans des poches des privés. Et c'est la raison pour laquelle notre budget, il est maigre. On a un budget de 5,9 milliards de dollars. C'est honteux. Vous savez pourquoi il est honteux? À côté, ici en Angola, ils ont un budget de 66 milliards de dollars. L'Afrique du Sud, 125 milliards de dollars. Comment le Congo, qui est plus grand, avec plus de ressources naturelles, n'a qu'un budget de 5,9 milliards de dollars? Parce que tout notre argent, on le vole. On le place dans les comptes, donc, dans les paradis fiscaux, au Panama, en Suisse, ainsi de suite. Là. Nous devons changer la gouvernance, récupérer cet argent, le mettre dans le budget, augmenter considérablement le budget national,
et utiliser maintenant ces ressources accrues pour payer correctement les fonctionnaires, financer les programmes de développement, ainsi de suite. Nous devrons maintenant faire autre chose, investir dans ce qu'il y a de plus important pour un pays, le capital humain. Comment nous allons le faire? Investir dans l'éducation, la santé et assurer l'autosuffisance alimentaire. Dans l'éducation, ce que nous allons faire, c'est rendre l'enseignement primaire et secondaire obligatoire et gratuit, accessible à tous les enfants congolais, pour qu'aucun enfant ne reste à la maison parce que son père n'a pas d'argent. Et une fois qu'il a terminé l'école secondaire, qu'il aille à l'université. Comment? Nous allons donner des bourses d'études à tous les enfants congolais. Je vais vous dire une chose, 90% de la population congolaise est pauvre. C'est-à-dire que si on ne peut pas donner des bourses d'études, en réalité, on va pénaliser les enfants qui viennent de ces 90% de la population congolaise. Moi, je suis le symbole vivant de cet exemple-là. Voilà, Pourquoi? Parce que mes parents n'avaient pas d'argent. On m'a payé les études. Je voudrais faire la même chose pour le peuple congolais. Maintenant, au-delà de cela, nous allons entrer dans le secteur donc, de la santé. Là, à part payer correctement les médecins, les infirmiers, les former comme il faut, construire de nouveaux hôpitaux, réhabiliter les hôpitaux existants, je voudrais aussi instituer le système de ce salaire minimum garanti qui va s'appliquer dans le domaine médical, dans le domaine de l'enseignement, dans la fonction publique, $1000 par mois au moins, pour permettre à tout le monde de vivre avec dignité. Et en plus, maintenant, dans ce domaine donc, de la santé, nous allons introduire le système d'assurance maladie universelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Chaque Congolais aura une carte d'assurance. Cette carte d'assurance, quand il tombe malade, il la présente au médecin, il la présente donc à l'hôpital, on le soigne, on n'a pas besoin qu'il puisse avoir de l'argent immédiatement. De cette façon-là, nous allons allonger l'espérance de vie à la naissance de 51 ans aujourd'hui à au moins 83, 84 ans, comme ça se passe en Europe occidentale, et ainsi de suite. Ça, c'est l'investissement dans le capital humain. Mais nous allons aussi assurer quelque chose d'important qui touche à la qualité de l'homme et de la femme congolais. C'est quoi? L'autosuffisance alimentaire. Nous allons mécaniser l'agriculture, l'élevage et la pêche, parce que nous en avons des capacités pour produire suffisamment à l'intérieur du Congo pour nourrir toute notre population sans avoir besoin d'importer de la nourriture donc d'Indonésie ou de l'extérieur, ainsi de suite là-bas. Au-delà de ça maintenant, nous allons lancer un grand programme de construction d'infrastructures de base à haute intensité de main-d'œuvre. Ces infrastructures incluent quoi? Les routes, les autoroutes, les chemins de fer pour relier tout l'intérieur du pays. D'ailleurs, là, et là, vous avez dit que vous avez l'ambition de construire 243 villes Je voudrais vous montrer avec un cette budget... carte. J'arrive. Je voudrais vous montrer cette carte. C'est la carte de la RDC. Ce que vous voyez, les lignes rouges représentent les autoroutes et les routes à construire pour relier tout l'intérieur, toutes les 26 provinces du pays, pour être en mesure de partir de Boma ou de Banana, arriver à Kisangani en 2-3 jours en voiture. C'est-à-dire donc des autoroutes avec 4 bandes qui vont comme ça, 4 bandes qui reviennent comme ça. Pour être en mesure de partir de Zongo à Sakania, au bas du Katanga, en 2-3 jours, ou du Kasaï à n'importe quel point de la République, en une journée ou deux. Donc ça va permettre donc de relier tout l'intérieur du pays et de créer un grand marché intérieur pour les biens et les services. Mais au-delà de cela aussi, une fois qu'on construit donc ces routes, on amène aussi de l'eau, de l'électricité et les services donc de télécommunications. Vous voyez les points jaunes qui sont un peu partout sur la carte. Nous allons construire ce qu'on appelle des villes et des villages modernes. Qu'est-ce que j'entends par là? Je donne l'exemple de Kenge au Bandundu. On dit la ville de Kenge. Je n'ai rien contre, je ne veux pas que les gens de Kenge puissent se sentir mal à cause de cet exemple-là. Ce que je dis de Kenge, je le dis aussi de Nganangé comme ma ville natale. Il n'y a rien de ville dedans. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route, il n'y a pas de chemin de fer, il n'y a absolument rien. Ce que nous allons faire, c'est prendre Kenge et construire ça en ville moderne, d'après un plan d'aménagement que nous avons conçu qui se présente comme ça. Ce plan montre les points jaunes représentent des quartiers résidentiels où il y aura des maisons modernes, comme en Afrique du Sud. Des briques cuites, des tuiles au-dessus, avec plafond correctement, avec de l'eau, de l'électricité, avec les téléphones et 4 à 5 chambres à coucher pour permettre donc aux familles de vivre avec dignité. Les points verts que vous voyez représentent donc les champs. Les champs qui sont faits aujourd'hui de façon artisanale, à la main, à la houe, par chacun de nos parents. Ce que nous allons faire, c'est mécaniser cela pour produire plus. Et en mécanisant, on aura donc des zones d'intérêt commun où on aura gardé, par exemple, des tracteurs, des engins de fertilizer, comment est-ce que vous appelez ça en français? Des fertilizers, des engrais chimiques. Des engrais, oui. Alors, chacun des paysans peut louer ces équipements d'intérêt commun
les utiliser. Au lieu de cultiver 100 hectares de terre, il peut cultiver maintenant 1000 hectares de terre. En cultivant 1000 hectares de terre, plus que ce qu'il faisait avant, il va recruter plus de gens. En recrutant plus de gens, on crée des emplois pour la population et on résout le problème donc, du chômage. En plus de cela, il y aura maintenant une zone industrielle ici où il y aura des entreprises agroalimentaires qui vont acheter la production agricole, d'élevage ou de pêche, mettre dans des conserveries pour vendre maintenant à travers tout le pays. Pourquoi? Parce qu'on pourra acheminer la production d'un endroit à l'autre avec ces routes qu'on aura construites un peu partout. Merci. Et enfin, il y aura, je voudrais donc terminer, il y aura ici une nouvelle cité administrative pour le maire, les services publics, la police et tout ce qui est service donc de l'État. Et enfin, une zone socio-culturelle. Ici, c'est important. Pourquoi? Parce qu'on aura des choses telles que les salles de sport, les salles de spectacle pour nos musiciens. Le peuple congolais aime bien la musique. Des salles culturelles, des trucs de ce genre, seront donc dans cette zone culturelle. Alors, une fois que nous avons fait ça, construit la ville de Kenge, nous allons répliquer cela 243 fois dans les 26 provinces donc, du pays. En d'autres termes, nous allons construire partout les mêmes conditions de vie. De cette façon, on va éviter donc qu'il y ait exode rural des gens qui quittent l'intérieur du pays pour venir donc à Kinshasa. On va donc réaliser le rêve de nos pères de l'indépendance, construire ou bâtir un pays plus beau qu'avant. Et moi, j'ajoute où il fait bon vivre partout. Merci, M. Tchani. Mais une toute petite question. Est-ce que vous savez que ce pays a connu plusieurs programmes depuis 1960, les programmes venant de la Banque mondiale, l'institution d'où vous venez, et que rien n'a abouti jusqu'à ce jour. Est-ce que vous connaissez un seul pays de l'Afrique qui a été développé avec tous ces programmes que vous vantez au niveau de la Banque mondiale? Moi, je voudrais que vous fassiez une distinction. C'est Noël Tchani qui est candidat à la présidence de la République, ce n'est pas la Banque mondiale. Ce programme n'est pas un programme de la Banque mondiale. Ne faites pas cette confusion-là, s'il vous plaît. Oui, mais c'est pareil. Programme... Non, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. La Banque mondiale, moi, à ma connaissance, les 28 années que j'ai passées là-bas, je n'ai jamais vu un programme comme ça. Donc, c'est un programme original conçu par quelqu'un qui aime son pays, qui veut développer son pays. Donc, cette distinction-là, il faut qu'on la fasse. Maintenant, vous me demandez si la Banque mondiale a déjà développé un pays. Moi, je voudrais vous dire, Noël Tchani a aidé à développer certains pays pendant qu'il travaillait à la Banque mondiale, et je vais vous donner quelques exemples. Les îles du Cap-Vert. Quand j'ai commencé à travailler sur les îles du Cap-Vert, le produit intérieur brut par habitant était de 170 $. 20 ans plus tard, aujourd'hui, vous pouvez regarder donc sur Internet, le produit intérieur brut par habitant du Cap-Vert est de 7 000 $. C'est un succès énorme. Comment nous avons réussi à faire ça? Bonne gouvernance, un bon leadership, bon partenariat avec la communauté internationale, des bonnes politiques qu'on a mises en œuvre ensemble. Deuxième exemple important, quand j'ai commencé à travailler sur le Sénégal, il n'y avait pas... le Sénégal, c'est un pays pauvre qui n'a que l'arachide comme ressource naturelle là-bas. Mais nous avons réussi à développer le Sénégal en construisant des infrastructures de base. Aller au Sénégal, c'est ce que je suis en train de proposer aujourd'hui, les routes intégratrices pour relier tout l'intérieur du pays. Je suis parti moi-même personnellement, de Dakar à Saint-Louis, à Rosso ou bien à Louga, partout. Vous allez trouver que ces infrastructures dont je parle aujourd'hui, on les a construites au Sénégal. L'accès à l'eau, à l'électricité au Sénégal est beaucoup plus élevé que l'accès à l'eau, à l'électricité. Donc ici, nous avons réussi donc à hausser le Sénégal à un niveau de développement beaucoup plus avancé que celui de la RDC. Mais un dernier exemple, quand j'ai commencé à travailler sur l'Indonésie, le taux de chômage était d'à peu près 65% de la population active du pays. Aujourd'hui, le taux de chômage en Indonésie, sur une population de 265 millions d'habitants, le taux de chômage est de moins de 5%. C'est un cas de succès énorme. Si j'ai pu le faire ailleurs, croyez-moi, mes chers amis, je pourrais même le faire mieux dans ce pays-là qui m'a mis au monde et qui m'a vu grandir et qui a payé mes études. C'est pour ça que je demande au peuple congolais. Je suis un spécialiste de développement. Je l'ai fait ailleurs. Donnez-moi l'occasion. Nous allons ensemble développer la RDC pour en faire un pays émergent. Un modèle non pas simplement en Afrique, mais dans le monde. Ok, merci M. Noël Tchani. Votre discours séduit quelques Congolais. Seulement, votre plan sur la ville de Kenge, vous ne les chronométrez pas. Les Congolais veulent vous élire demain. Ça prend combien de temps pour que Kenge devienne une ville que vous rêvez, que d'autres pourront rêver également? Première question. La deuxième, Tchani, vous avez donné 2 exemples, ou 3 même, le Cap-Vert, le Sénégal et l'Indonésie. Quand vous travaillez là, vous n'étiez pas chef de l'État. Vous aidiez ces États-là à émerger. Tout ce temps, pourquoi vous n'êtes pas venu donner ça à ceux qui dirigeaient pour aider les Congolais? Ce n'est pas un ego de votre part?
Je voudrais vous dire que quand j'ai préparé le plan Marshall, je l'ai remis à mes propres au président Joseph Kabila. Et je l'avais, non seulement je l'ai remis à mes propres, et vous pouvez lui demander, c'était dans sa chambre d'hôtel à l'hôtel Waldorf Astoria à New York. Je lui ai donné ce plan-là et je lui ai expliqué ce que ça pouvait donc réaliser. Dommage que jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait. Je pense que quand je l'avais rencontré, je ne me rappelle pas exactement de l'année, mais ça fait à peu près 5-6 ans que je lui avais remis donc ce plan à l'hôtel Waldorf Astoria. Mais au-delà de ça, je voudrais vous dire une chose. Pour mettre en œuvre une vision de développement, il faut non seulement avoir des idées, mais il faut être propriétaire et avoir des connaissances pour le faire. Moi, je vous ai dit que je suis spécialiste du développement. Je sais comment organiser le développement des pays. Quand je prends ce plan-là, je vois beaucoup de partis politiques qui font du plagiat pour copier mes idées. Mais ils ne peuvent pas reconstituer le plan et ils ne peuvent pas le mettre en œuvre. Parce que pour moi, c'est une histoire personnelle. Je l'ai fait ailleurs. C'est comme Trésor Mputu. Vous le prenez, vous le mettez sur le terrain de football. Vous lui donnez la balle pour tirer donc vers le gardien, il va marquer le but. Prenez Noël Tchani, vous le mettez à la même place, il ne va pas marquer le but parce que ce n'est pas mon domaine. Donc reconnaissez que les politiciens ne sont pas des spécialistes de développement. Moi, je suis spécialiste de développement. Laissez-moi prendre le palais de la nation et transformer la RDC en pays émergent avec la participation de tous. Nous le saluons pour la fille de Kenge. Dans combien de temps, si très bonne question. Vous êtes élu, Kenge peut se transformer? Je voudrais vous dire qu'avant de venir ici, j'ai pu discuter de ce plan ici, de la construction des villes modernes, des routes modernes, des infrastructures de base et consorts, avec une des grandes entreprises aux États-Unis, 2 ou 3 grandes entreprises au Japon et aussi en Chine. Et aussi en Corée. Non, j'ai discuté avec eux pour voir l'opérationnalité du plan, comment le mettre en œuvre. Et partout, l'idée commune qui est sortie de là est que si on a des moyens et la volonté politique, la mobilisation de tout un peuple, on peut mettre en œuvre de tout ce plan ici sur une période de 7 ans. Mais je sais que les choses au Congo prennent du temps à être faites. C'est pour ça que j'ai doublé le temps. Au lieu de 7 ans, j'ai mis 15 ans. Mais croyez-moi, si on se met à travailler sérieusement, on peut mettre en œuvre ce plan sur une période de 7 ans. Je voudrais vous donner un deuxième exemple pour vous convaincre. Quand j'étais à Paris, je venais de terminer les études et j'avais trouvé du travail à la Citibank. On m'a mis à la Citibank à la Défense. À la Défense, c'était le premier bâtiment de la Citibank là-bas. Partout, c'était la brousse. Je suis parti aux États-Unis. Je suis revenu 15 ans plus tard. J'ai trouvé Paris La Défense, totalement construit comme il est aujourd'hui. En 15 ans, on peut transformer tout un pays, s'il y a la volonté politique. Donc, j'invite le peuple congolais à me faire confiance. Parce qu'après le premier mandat, j'aurai besoin juste d'un deuxième mandat. Alors, après et à la fin de 10 ans, je vais vous délivrer un pays émergent, différent de celui que nous avons aujourd'hui. S'il vous plaît. Alors, après combien de temps comptez-vous remonter la RDC dans le classement des Doing Business? Ah oui, mais ça, Doing Business aujourd'hui, pour donner une idée donc aux amis, Doing Business classe les différents pays du monde d'après le niveau d'attractivité du climat des affaires. Et nous sommes considérés toujours comme étant l'une des pires destinations des investissements. Si je ne me trompe pas, le dernier classement met la RDC à la 184e place sur 190 pays. Donc nous sommes pratiquement à la queue. Et je sais pourquoi. Il faut d'abord savoir pourquoi nous sommes classés si mal dans ce classement-là. C'est à cause d'une combinaison de facteurs. 1, la corruption. 2, la bureaucratie administrative. 3, la fiscalité. 4, les manques d'infrastructures de base, l'eau, l'électricité, ainsi de suite. 5, le délai d'accès pour obtenir donc ce qu'on appelle donc les permis de construire. Je connais ça par cœur parce que ça fait partie du travail que je faisais. Pour remonter donc la RDC dans le classement, ce qu'il faut d'abord, c'est la volonté politique. Je vous ai dit que tout commence par le leadership. Pour combattre la corruption, regardez, nous avons M. Luzolo Bambi, qui nous a dit depuis quelques années maintenant que chaque année, la RDC perd de 10 à 15 milliards de dollars sous forme de fraude fiscale, détournement de fonds publics. Vous avez déjà entendu un seul cas de corruption résolu ici, à grande échelle? Non, parce qu'il n'y a pas de volonté politique. Mais le jour que je suis président de la République, au Palais de la Nation, je vais vous dire une chose, les corrompus et les corrupteurs seront mis en garde. Parce qu'on va les attraper, on va les juger, on va les mettre au cachot, on va récupérer. Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est que les réformes prennent du temps à être mises en œuvre. Mais sur une période, quand je suis président de la République, sur une période donc de 2 ans, la RDC aura quitté la queue où il se trouve aujourd'hui dans le classement pour figurer parmi les meilleures destinations des investissements en Afrique. Monsieur Noël Tchani, je reviens à votre budget annuel. 800 milliards pour 15 ans, si on doit faire des répartitions. Vous avez dit, au premier quinquennat, c'est 20 milliards
Par an. Par an. Alors, vous proposez de construire 243 villes en 15 ans. Si on doit faire un peu de calcul, vous êtes économiste, divisé par 15, ça fait au moins 18 par an. Alors, je me pose la question. C'est seulement avec le 20 milliards par an que vous allez arriver à construire plus de 10 villes par an pour atteindre votre quota de 243. Est-ce que ce n'est pas un bon discours de campagne électorale, donc un peu démagogique, et que sur le terrain, ça n'apportera pas grand-chose, monsieur? Non, il faut que je vous explique déjà comment nous allons mobiliser les 800 milliards de dollars. Parce que quand je vous donne un plan pour 15 ans, il faut qu'on raisonne sur 15 ans. Il ne faut pas réduire cela à une année ou deux. Je sais pourquoi j'ai mis 15 ans. J'ai mis 15 ans parce que je sais que pendant le premier quinquennat, les 20 milliards de dollars nous permettent de faire des réformes importantes, structurelles, qu'on ne peut pas, sans lesquelles on ne peut pas réussir. Mais une fois qu'on a fait ces réformes structurelles, on va récolter plus d'argent qui vont entrer dans les caisses de l'État, on va augmenter considérablement le budget. En moyenne, sur 15 ans, je vais miser sur un budget annuel, en moyenne, de 45,3 milliards de dollars qui vont provenir de la lutte contre la corruption, la prédation des ressources naturelles et le détournement des fonds publics. Prenez 45,3 milliards, multiplié par 15, vous obtenez un total de 680 milliards de dollars provenant des ressources intérieures, l'argent qu'on nous vole aujourd'hui. Maintenant, en améliorant l'environnement des affaires, en faisant de la RDC une bonne destination des investissements, nous allons augmenter les investissements directs étrangers de 3 milliards de dollars aujourd'hui à 5 milliards de dollars au moins, en moyenne par an. 5 milliards de dollars multipliés par 15 ans, vous allez obtenir 75 milliards de dollars qui vont provenir des investissements directs étrangers. Maintenant, enfin, une autre source, c'est que nous allons continuer les relations bilatérales et multilatérales avec les institutions ou les bailleurs de fonds traditionnels. De ces bailleurs de fonds-là, nous avons aujourd'hui un total donc, de 3 milliards de dollars par an que je compte pouvoir maintenir sur une période donc, de 15 ans. 3 milliards de dollars multipliés par 15, on a 45 milliards. Donc la somme de 680 milliards de dollars provenant d'investissements directs, provenant des ressources intérieures, 75 milliards de dollars provenant d'investissements directs étrangers et 45 milliards de dollars provenant d'aides bilatérales et multilatérales, on ramasse 800 milliards de dollars dont nous avons besoin pour mettre en œuvre le plan Marshall. Mais ce qui est important, il faut savoir que les 800 milliards, on ne va pas attendre donc la fin de notre période pour pouvoir donc les mobiliser. On les mobilise au fur et à mesure qu'on fait des réformes structurelles pour capter ces ressources, les mettre dans le budget de l'État. Voilà, parlons un peu... Et ça, c'est une source. Je voudrais vous donner une autre source, parce qu'il faut que le peuple congolais comprenne que je me suis bien préparé pour ça. Parce que les réformes peuvent prendre du temps. OK? Pour qu'on puisse ramasser cet argent-là, les mettre dans le budget de l'État. Si c'est nécessaire, le Congo a 1100 minéraux métaux précieux différents, d'une valeur estimée à 38 000 milliards de dollars. Ce que je peux faire, si on ne peut pas mobiliser immédiatement l'argent donc des ressources intérieures, je peux emprunter de l'argent contre les minéraux congolais, utiliser cet argent, financer le développement. Ça va commencer à générer maintenant donc des recettes fiscales qu'on va utiliser pour rembourser la dette. Mais cette option-là, je la garde en dernier. Parce que je voudrais d'abord qu'on puisse faire notre devoir, qu'on ramasse l'argent donc des ressources intérieures, qu'on utilise là pour financer le développement. Mais si on ne peut pas donc le faire, réaliser en un temps record, en ce moment-là, je pourrais recourir à l'emploi. Alors, je récupère la parole. Je crois que, chers confrères, quand nous posons des questions, il faut passer la parole à quelqu'un d'autre. Alors, Jean-Pierre, vous avez la parole tout à l'heure. Mais alors, donc, vous avez parlé des investissements publics et privés. Alors, notre code des investissements aujourd'hui, qu'est-ce que vous en ferez? Le code des investissements... Il n'est pas attractif? Le code des investissements doit être revu et le code minier aussi doit être revu. Il y a beaucoup d'imperfections donc dans ces codes-là. Par exemple, la fiscalité congolaise, elle est, en anglais on appelle ça cumbersome. Donc, elle est trop compliquée, trop de taxes ici et là-bas et on ne s'en sort plus. Je vais simplifier donc la fiscalité congolaise, avoir éventuellement peut-être donc un taux unique qui s'applique donc sur tout. Mais au-delà de cela aussi, simplifier surtout les procédures donc administratives. Le code minier. Je voudrais vous dire une chose que ça me fait rire quand j'ai entendu que les compagnies minières sont allées prendre littéralement le chef d'État en otage parce qu'ils ne veulent pas que ce qui a été mis dans ce code-là soit donc mis en application. Je voudrais donc dire à tout le monde que ce code minier n'est pas très favorable au peuple congolais. Et je vais changer cela. Quand je suis président de la République, je vais le remettre sur la table. Pourquoi? Parce que, je vous donne un exemple. Le Nigeria, un pays africain, dans le domaine pétrolier, il y a le code minier qui dit par exemple que toute entreprise minière étrangère, quand elle vient investir donc au Nigeria, peut détenir jusqu'à 49% du capital donc, de l'entreprise locale nigériane.
Nous n'avons pas cette disposition-là donc au Congo. Si vous regardez très bien au Nigeria, il y a des milliardaires nigérians à travers ce mécanisme-là, parce que les étrangers sont forcés de pouvoir faire partenariat avec soit des Nigérians privés, soit avec l'État. Au Congo, je ne connais pas de milliardaires congolais ici. Pourquoi? Parce que notre pays, nos ressources naturelles sont exploitées exclusivement au profit de l'étranger, pas pour le peuple congolais. Je vais changer cela et introduire donc des dispositions donc dans notre code qui forcent tout le monde à faire des partenariats avec le peuple congolais en introduisant des choses telles que des pourcentages, 15%, 20% jusqu'à 51% qui doivent être détenus par le peuple congolais et le reste peut revenir donc aux étrangers. Jean-Pierre. Ok, M. Tani, vous parlez très bien de l'économie, vous êtes expert, vous comprenez bien les questions, vous les maîtrisez mieux que beaucoup de Congolais, même mieux que beaucoup de vos concurrents selon vous. M. Tani, quelle est votre particularité en matière d'import-export? On déplore que le Congo importe trop, exporte peu. Vous avez une particularité, une formule magique pour que l'importation baisse dans ce pays? Exactement. Je voudrais vous dire ce que j'ai à l'esprit pour arriver à non seulement baisser donc les importations, mais surtout augmenter la valeur de notre monnaie nationale. Je vous ai dit que dans le domaine de l'alimentation, nous importons aujourd'hui pratiquement tout, alors que nous avons 125 millions d'hectares de terres arables bonnes pour l'agriculture. Nous allons mécaniser l'agriculture pour produire au Congo tout ce dont nous avons besoin pour notre consommation. En faisant ça, nous allons diminuer les importations dans le domaine alimentaire. On va faire la même chose pour l'élevage et la pêche aussi. J'étais en Indonésie il n'y a pas longtemps, pendant 3 mois. Pendant 3 mois, tout ce que j'ai touché en Indonésie, tout ce que j'ai mangé était indonésien. Ça ne venait pas de l'extérieur. Je voudrais que la RDC suive ce modèle-là. Et le président indonésien m'a promis de pouvoir nous donner de l'assistance dans ce domaine pour qu'on puisse arriver à mécaniser l'agriculture, l'élevage, la pêche. Mais je voudrais aussi donc toucher au secteur minier. Nous avons aujourd'hui tous les minerais congolais qui sont extraits du sous-sol, envoyés à l'étranger à l'état brut. Et il n'y a pas de valeur ajoutée dans notre pays. Vous savez ce que nous allons faire? Ce que nous allons faire, nous allons lancer une stratégie d'industrialisation accélérée de la République démocratique du Congo, qui va consister en quoi? À prendre les matières premières congolaises, les transformer en produits finis au Congo, et en le faisant, on va ajouter de la valeur, créer des emplois pour les Congolais. Je vous donne l'exemple. Le coltan congolais qu'on extrait aujourd'hui à l'est de la République, on envoie frauduleusement à travers le Rwanda vers les pays extérieurs. J'ai vu des entreprises, je suis allé rendre visite à des entreprises en Caroline du Nord, dans un espace là-bas qu'on appelle donc Research Triangle. Ce sont ces entreprises-là, c'est comme Silicon Valley en quelque sorte, qui importent donc le coltan, le transforment en pièces de rechange et en pièces détachées pour faire donc les iPhones, les iPads, les ordinateurs. Je leur ai demandé, mais vous savez d'où ça vient? Ils avaient honte de pouvoir me dire d'où ça venait. Mais je leur ai dit que ça vient de mon pays. Vous importez cela à travers d'autres pays, mais que dois-je faire pour que vous puissiez venir vous installer dans mon pays ouvertement, prendre ces matières premières, les acheter, créer des emplois pour les Congolais, parce que mon objectif, c'est de produire les iPhones, les iPads congolais, les ordinateurs, les gadgets électroniques en République démocratique du Congo. Ils m'ont dit, nous sommes disposés à le faire, à condition, quand vous serez chef de l'État, ça c'est la première chose, mais la deuxième chose, que vous ameniez donc une bonne vision de développement pour notre pays, que vous combattez la corruption et que vous puissiez nous mettre en place un environnement qui sécurise tout le monde, nos employés qui vont venir là-bas, mais également à désolé, une bonne fiscalité. Désolé Jean-Pierre, désolé, il me reste encore 30 minutes pour parler d'autres choses. On n'aura pas tout terminé s'il vous plaît, on n'aura pas tout terminé aujourd'hui. Pour le Congo afin que les devises entrent facilement. Qu'est-ce qu'il peut... Oui, je vous ai dit que nous devons diversifier notre économie. Aujourd'hui, nous avons une... Sur le plan agricole, nous pouvons produire tout dans ce pays et exporter tout aussi. Mon objectif, dans un premier temps, va être donc d'assurer ce que j'appelle l'autosuffisance alimentaire. Parce que je voudrais que le Congolais consomme congolais. Et je vous dis que notre nourriture elle est de très bonne qualité. Si vous me remarquez très bien, quand je suis revenu des États-Unis, j'étais joufflu, j'avais un petit ventre, des trucs de ce genre. Mais en venant ici, en mangeant donc les bitekou-tekou, les moulins-bois, les kaléji, toutes ces choses-là, c'est bio, c'est naturel. En tout cas, je me suis vu mon ventre dégonfler, donc littéralement. Donc nous avons de la bonne qualité de la nourriture congolaise. Ce que nous devons faire maintenant, c'est la mettre donc dans des sachets, dans des boîtes de conserve, pour notre consommation à l'intérieur du Congo, mais également pour exporter à l'extérieur, parce que ça va être source de devises étrangères, mais aussi ça va être créateur d'emplois pour le peuple congolais. Une dernière question sur la monnaie nationale. Monsieur Noël Tchani, vous êtes considéré, pour certains, comme le père
du franc congolais. Je crois qu'on l'a dit, vous avez participé à sa création. Une petite polémique, puisqu'il y en a aussi qui ont cité Jean-Claude Massangou. Mais je regrette, votre enfant... je vais vous interrompre. Je finis ma question. Monsieur Massangou est venu, il a trouvé, on avait déjà conçu le franc congolais. Et je vous informe qu'il est venu le 14 octobre 1997. Ce jour-là, quand il a été nommé, je referme la parenthèse, je finis ma question. Pour rentrer en protestation, pour rentrer aux États-Unis. Donc il ne peut pas prétendre être le père du franc congolais. Vous êtes le père du franc congolais. Et s'il est le père du franc congolais, alors Noël Tchani est le grand-père. Vous êtes le grand-père ou le père du franc congolais. Mais votre enfant est malade aujourd'hui. Vous le savez, très malade. À cause de la mauvaise gestion du pays. Comment vous pouvez soigner votre enfant et pour ce qui est de la Banque centrale du Congo, puisque vous avez fait des études approfondies là-dessus, extrêmement important. Faudra-t-il recapitaliser la Banque centrale du Congo ou assurer son indépendance pour que votre enfant soit guéri également? Le franc congolais que nous avons conçu, laborieusement conçu, on voulait qu'il soit une monnaie qui va durer pour toujours. Une monnaie qui garantisse un certain pouvoir d'achat au peuple congolais. Et c'est ça la mission que le président Laurent Désiré Kabila m'avait confiée à l'époque. C'est ça qu'il m'avait dit. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand je l'avais convaincu, pour qu'on ne puisse pas mettre la photo du président sur les billets des banques, c'était avec cette idée que notre monnaie va être durable pour toujours. Mais malheureusement, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu d'abord la mauvaise gestion du pays. Parce que quand le pays est mal géré, la Banque centrale ne peut pas tenir le coup. Et la monnaie ne peut pas résister à l'instabilité politique. Deuxième chose, il y a eu ce que j'appelle interférence du gouvernement dans la gestion de la Banque centrale. Je vous informe que depuis 1997, la Banque centrale a connu deux gouverneurs. Les deux gouverneurs, tous originaires de la province du Katanga. On a amené le tribalisme de la Banque centrale et ça détruit les compétences. Et aujourd'hui, nous avons une Banque centrale qui ne fait pas son travail. Mais au-delà de cela aussi, je voudrais vous dire que une banque centrale ne peut pas conduire une politique monétaire en l'absence d'une politique économique cohérente. Nous n'avons pas connu une politique monétaire cohérente, une politique économique cohérente qui pouvait soutenir la valeur donc de la monnaie. Notre pays ne produit pas. L'environnement des affaires, il est nauséabond. On n'attire pas donc des investissements donc étrangers. Nous sommes en train, à tout moment, qu'est-ce que vous proposez? Ce que je propose, c'est d'abord doter le pays des leaderships compétents. Noël Tchani à la présidence de la République. 2, doter le pays d'une vision de développement cohérente qui va développer tout le Congo et diversifier l'économie. 3, donner l'indépendance à la Banque centrale et mettre à la Banque centrale, pas des gens que je connais qui sont originaires de ma province, mais des gens compétents, capables de conduire la politique monétaire. En faisant ces choses-là et en ayant la combinaison avec une bonne politique économique au niveau donc du pays, nous allons dégager une monnaie nationale crédible qui puisse garantir la stabilité du pouvoir d'achat au peuple congolais. Merci beaucoup, M. Noël Tchani. Il nous reste encore 20 minutes. 20 minutes dans cette émission. Je crois que si nous devons nous attarder longtemps sur les questions politiques, on n'aura pas tout terminé, comme je le disais tout à l'heure. Alors, maintenant, c'est le socio-culturel. Émergence de la République démocratique du Congo, ce n'est pas seulement avec votre programme économique, strictement économique que vous proposez. Il y a des éléments capitaux comme la santé, comme la culture, comme l'éducation, la jeunesse, les femmes et consorts. Alors, pendant les 15 ans, vous proposez que vous pouvez amener ce pays à l'émergence dont on parle actuellement. Oui, je voudrais déjà vous corriger. Le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC n'est pas simplement un programme économique. C'est un programme de développement cohérent. Les 15 programmes dont on parle, ça couvre tous les secteurs, dont la culture, la musique, la moralisation de la société, les relations avec les pays voisins. Donc c'est un programme cohérent, avec 15 programmes donc complémentaires. Maintenant, pour arriver à changer ce pays, je voudrais mettre un accent sur 2 ou 3 choses. Je voudrais discuter avec vous. Le changement de mentalité. Notre pays, c'est un grand pays. 72 700 000 personnes. Mais je suis sidéré de constater comment les gens réfléchissent ici. Il y a une théorie qui s'est développée ici qu'on appelle Chance et Lokopamba. Chance et Lokopamba, Dieu de mes ancêtres, ça veut dire vous n'étudiez pas, vous ne faites rien dans votre vie, vous vous réveillez le matin, vous devenez chef de l'État. Des musiciens, en fait, on n'en a pas fait un principe. Mais on en a fait un principe parce que partout, les gens me disent d'ailleurs, ils sont allergiques aux études ici. Nous devons changer le mental du Congolais pour qu'ils comprennent, que tous les enfants congolais comprennent qu'on doit étudier. Et quand on a étudié, on a travaillé, on a de l'expérience, on peut monter progressivement dans la société. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je voudrais qu'on change la relation entre l'homme congolais et l'argent.
Mais j'ai l'impression ici que l'argent passe avant tout. Et la corruption, elle ne se cache même pas. C'est ouvert, on vous la demande publiquement. Et quand on me la demande, j'ai dit non, moi je ne fais pas ça. On me dit, mais vous savez quoi, on doit vous tropicaliser. Vous devez vous adapter à l'environnement congolais. C'est comme ça que les choses se font au Congo. Mesdames et messieurs, ça ne marche pas comme ça. Il faut que le Congo se tropicalise. Parce que les choses à l'extérieur, là, ça ne se passe pas comme ça. Donc, pour changer ce Congo, je vous dis que nous avons besoin des leaders qui ont été ailleurs, qui a vu comment les choses se passent ailleurs et qui peut amener des bonnes pratiques de ce qui se passe dans le monde pour pouvoir canaliser tout le peuple congolais dans le bon sens pour que nous puissions arriver à ce développement. Monsieur Noël Tchani, une fois élu président de la République, vous connaissez la situation des étudiants et des enseignants, vous connaissez le fameux partenariat ou la prise en charge des enseignants par les parents. À quoi peuvent s'attendre ce groupe de Congolais, les enseignants ou les étudiants? Est-ce qu'ils peuvent s'attendre à avoir une bourse après le 23 décembre, quand vous serez proclamé président de la République? Je vous ai dit que je vais mettre un accent particulier sur le développement du capital humain au Congo. Et pour le faire, je vais rendre l'enseignement primaire et secondaire obligatoire et gratuit, accessible à tous les enfants congolais. Et quand ils vont à l'université, il y a 3 innovations que je vais introduire. Un, dans les universités et instituts supérieurs donc publics, il y aura la bourse d'études accessible à tous les enfants congolais, tous les étudiants. Et aussi dans les écoles de formation professionnelle, à vocation professionnelle. Mais au-delà de cela aussi, dans les écoles privées. Là où on ne peut pas donc donner des bourses d'études directement, on va mettre en place 2 systèmes. Un système donc d'aide financière, c'est-à-dire une assistance financière ponctuelle. Un étudiant qui arrive en dernière année et ne peut pas faire son mémoire parce qu'il n'a pas d'argent pour terminer donc son mémoire. On peut lui faire donc un don qui sera financé en réalité par une allocation budgétaire donc de la part du gouvernement. Un don qui n'est pas remboursable, qui sera l'équivalent en quelque sorte donc de la bourse qu'il aurait pu obtenir s'il était donc dans un établissement public. Au-delà de cela aussi, je voudrais mettre en place un système de prêts aux étudiants. Les prêts, c'est-à-dire des prêts remboursables. On va faire un fonds qui sera alimenté par une allocation budgétaire. On va utiliser donc cet argent pour faire des prêts à travers les banques commerciales, mais les banques commerciales qui font ces prêts aux étudiants remboursables ont la garantie de l'État. Si l'étudiant n'arrive pas à rembourser une fois qu'il a terminé les études, en ce moment-là, l'État pourra rembourser donc la banque commerciale. Je pense qu'à travers donc ces innovations, nous allons pouvoir régler le problème d'accès à l'éducation par tous, pour tous les enfants congolais. Comme ça, personne n'est laissé donc derrière. Je considère que ça va améliorer considérablement donc la qualité de l'éducation. Mais au-delà de cela maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que les professeurs, les enseignants auront un salaire minimum garanti d'au moins 1 000 $ par mois, applicable sur l'étendue du territoire national. Et ceci s'applique non pas simplement au secteur de l'éducation, de la santé, mais également à l'administration publique, ainsi de suite. Tout le monde au Congo aura un salaire d'au moins 1 000 $ par mois. Je considère que ce salaire-là est suffisant pour permettre à quelqu'un de payer son loyer, de manger correctement, de pouvoir envoyer les enfants à l'école et de les supporter ou même d'épargner, d'acheter une maison, ainsi de suite. Là. Voilà les innovations que nous allons introduire pour améliorer le social du Congolais. Ok, mais c'est Noël Tchani, aujourd'hui vous êtes expert de développement, vous l'avez dit vous-même. Le programme scolaire actuellement congolais, ça vous inspire quoi? C'est un programme qui a échoué. Je vais vous dire pourquoi. Oui. Lorsque les enfants terminent les études universitaires aujourd'hui, ils ne savent ni lire ni écrire. Et je constate que le niveau des enfants qui terminent l'université n'est pas équivalent au niveau que moi j'avais quand j'étais au sortir de l'école secondaire. Il faudrait mettre à jour les programmes scolaires. Nous continuons à utiliser les mêmes matériels didactiques qui nous ont été laissés par les Belges en 1960. Nous devons mettre à jour cela. Tout le monde continue à utiliser donc le livre là qu'on appelle Ce monde merveilleux, des trucs de ce genre-là. Et on répète les mêmes textes en latin, pro archia, pro murena et consorts. Nous devons mettre à jour. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape de développement numérique de l'Internet et consorts. On doit amener l'Internet dans les écoles à partir du primaire pour que les enfants sachent comment faire des recherches sur Internet. Faire des recherches donc, dans les bibliothèques et consorts. Donc, nous devons revoir le système d'études, les curricula, donner donc des formations appropriées donc, aux enseignants et surtout, je voudrais qu'on puisse attirer aussi les Congolais de la diaspora. Ces Congolais de la diaspora constituent une réserve importante des ressources humaines pour le Congo. Ils ont vécu dans des sociétés civilisées ailleurs. Ils peuvent nous apporter donc des connaissances qu'à l'intérieur donc on n'a pas pu développer. Je voudrais en profiter pour faire appel à la population congolaise. Je constate une rivalité entre les Congolais de l'intérieur de la diaspora. Cette rivalité n'est pas constructive.
Nous sommes le même peuple et les ceux de la diaspora, ils travaillent pour envoyer de l'argent à leur famille ici et ceux d'ici constituent aussi donc cette base-là qui appuie donc la diaspora. Je constate donc la rivalité entre les musiciens congolais à l'intérieur et la diaspora congolaise. Je voudrais que cela puisse être résolu. Pourquoi? Parce que les musiciens congolais, c'est leur profession, c'est leur métier. Quand ils vont chanter dans la diaspora, ils gagnent beaucoup d'argent, ils ramènent cet argent-là pour nourrir les familles congolaises, pour créer des emplois au Congo. Donc, nous ne devons pas, au niveau de la diaspora, empêcher que les musiciens congolais aillent chanter à l'extérieur. Je voudrais qu'on résolve cette question. Je connais la dimension politique qui a fait que nous en sommes arrivés à cela. Mais quand je serai président de la République, je voudrais réconcilier la diaspora avec la communauté. Très bien. Et alors, en matière sanitaire, maintenant, qu'est-ce que vous avez prévu? J'ai prévu de pouvoir non seulement réhabiliter les hôpitaux existants, qui étaient dans de bonnes conditions dans le temps, mais qui ont été abandonnés par manque d'entretien. Par exemple, les cliniques danoises, derrière le Grand Hôtel. C'est un très beau bâtiment, mais quand vous entrez à l'intérieur, il n'y a rien. On va réhabiliter ces hôpitaux existants, construire de nouveaux hôpitaux en nombre suffisant pour couvrir toute l'étendue de la République. Mais au-delà de cela, surtout, nous allons donner la formation appropriée aux médecins, aux infirmiers, pour qu'ils soient à mesure de pouvoir travailler correctement. Et surtout, ce système de salaire minimum, ça va permettre donc de retenir les meilleurs. Aujourd'hui, donc, tous les médecins formés au Congo, ils émigrent pour aller travailler en Angola, en Afrique du Sud et consorts. Ils ne veulent même pas aller travailler à l'intérieur du pays. C'est ça le vrai problème. Mais parce qu'à et comment vous allez les pays, contraindre à aller travailler en Ganandjika ou à Gipataratika là-bas? Très bonne question. C'est Voilà. pour ça que je voudrais construire les villes modernes. En construisant les villes modernes, ils vont avoir accès aux mêmes facilités de vie en Ganandjika, à Kinshasa ou en Afrique du Sud. Et je vais vous assurer qu'ils vont choisir d'aller vivre chez eux en Ganandjika plutôt que d'aller donc en Afrique du Sud. Donc construisons notre pays, traitons nos gens correctement, donnons ce système, mettons en place ce système de salaire minimum garanti d'au moins 1 000 $ par mois. Vous allez voir, beaucoup de Congolais, même dans la diaspora, ils vont revenir au Congo. Nous allons même attirer des étrangers qui viendront travailler donc chez nous parce qu'on leur offre mieux et de bonnes conditions de vie aussi. Ok, M. Noël Tchani, vous parlez souvent de ces 1 000 $ là par mois pour les Congolais. Nous sommes en décembre 2018. Vous passez président le 24 décembre. Les 1 000 $ commencent exactement quand? Je vais vous dire une chose, c'est que moi, je ne suis pas là pour faire des promesses fallacieuses. Je vous ai dit, oui, j'ai promis 1 000 $. Mais je vais vous dire une chose, c'est que pour arriver à payer les 1 000 $, nous devons récolter l'argent de la corruption, le mettre dans le budget de l'État, augmenter le budget. Ça dépendra du rythme avec lequel nous allons recouvrer cet argent qui est perdu dans la corruption aujourd'hui. Mais les Congolais vont sentir l'effet immédiat quand j'entre au palais de la nation. Parce que dès le premier jour, quand j'entre là-bas, ce qui va arriver, c'est quoi? C'est la lutte acharnée contre la corruption. Je connais des gens qui sont corrompus et qui sont aujourd'hui en train d'utiliser cet argent-là pour pouvoir soudoyer le peuple congolais à voter pour tel ou tel candidat. On va les amener au tribunal, on va récupérer l'argent, on va mettre cet argent, mettre dans le budget de l'État et nous allons augmenter les salaires de tout le monde. C'est ça que je vais faire. Pas pour 2019, pas pour 2020, peut-être en 2025. Déjà en 2019, il y aura une augmentation sensible des salaires. Il y aura, pour ne pas augmenter donc la masse monétaire donc soudainement, on ne va pas payer 1 000 $ donc à la minute. Ce que nous devrons faire, c'est étaler ça donc dans le temps pour qu'on puisse gérer les augmentations donc des salaires et l'augmentation aussi de la masse monétaire pour juguler l'inflation. Mais justement, quelle sera votre tension salariale? Puisque vous parlez de 1 000 $, on peut considérer pour le moins gradé, il a 1 000 $ et le plus gradé aura Je vous ai dit que le moins possible qu'on va toucher en travaillant en République démocratique du Congo sera 1 000 $. Maintenant, j'arrive, laissez-moi finir. Il y a des gens aujourd'hui qui touchent 25 35 000 $. Dans un pays où d'autres personnes touchent donc 50 $. On va rabattre les salaires de ceux qui touchent plus pour que la différence entre le plus petit salaire et le plus grand salaire soit dans un rapport donc de 1 à 5. De 1 à 5. Alors, et vous-même, quand vous serez président de la République, je vous informe que quand je serai président de la République, mon salaire, je vais le verser à l'attention donc des... Vous n'avez pas encore conçu? Laissez-moi finir, s'il vous plaît. D'accord. Mon salaire, en tant que président de la République, je ne vais pas le toucher. Je vais prendre tout mon salaire. J'ai vu nos compatriotes qui sont des aveugles, qui sont des handicapés, qui ont des enfants de rue, qui souffrent tellement dans un pays où il n'y a pas de solidarité. Je vous promets que tout mon salaire, je vais le verser à l'attention donc de ces gens pour leur permettre d'avoir accès à certaines facilités. Donc je ne vais pas m'enrichir en étant au palais de la nation. Oui, monsieur salaire. Votre famille fait de quoi? Pardon? Votre famille fait de quoi? C'est le salaire tard. Mais vous savez, quand je suis président de la République,
j'ai tellement beaucoup... tout est pris en charge. Extramuros, tout est pris en charge d'abord. Et quand je termine la présidence de la République, j'aurai une pension. J'aurai une pension donc honorable que je peux utiliser pour vivre. Voilà, merci, merci beaucoup. Alors, la jeunesse, puisqu'on en parlait tout à l'heure, la jeunesse c'est aussi les sports et puis les chômages. Ce sont des questions capitales que beaucoup des candidats en fait semblent reléguer au second plan. Et y a-t-il un plan précis en ce qui concerne le développement? Est-ce que vous avez un projet, un développement sportif pour la jeunesse dans ce pays? Et surtout, comment enrayer le chômage devenu chronique dans ce pays? Deux questions importantes. Je vais d'abord parler en ce qui concerne donc, le développement sportif. Je vous ai dit tout à l'heure que nous allons développer chaque ville de la RDC en utilisant donc cette carte ici, ce plan d'aménagement. Et ce cadre ici couvre ce qu'on appelle des zones socio-culturelles, c'est-à-dire les salles de sport, gymnastique, piscine. Nous devons professionnaliser donc ces domaines-là parce que ça va absorber donc la jeunesse, ça leur permet donc d'acquérir des connaissances. Et d'ailleurs, je voudrais même qu'on puisse professionnaliser certains sports. Vous savez que le sport est devenu aujourd'hui une source de revenus pour un pays. Si on développe donc des écoles de sport ou même des écoles de musique et qu'on produit donc des jeunes gens, des hauts talents, ces gens peuvent non seulement représenter la RDC quand nous jouons avec d'autres pays, mais aussi ils peuvent même être exportés. Ils vont aller jouer donc pour les équipes européennes et consorts, ramassent beaucoup d'argent, qu'ils prennent, qu'ils investissent donc dans leur pays. C'est une source importante donc pour nous, une façon donc d'utiliser la jeunesse. Mais au-delà de cela aussi dans le domaine donc musical, j'étais invité par mon homonyme, Noël Werasson. Je lui avais rendu visite donc chez lui. Et il m'a invité à aller voir comment il joue à Samba Playa. Je suis allé là-bas et j'ai découvert une chose, que Samba Playa, ce n'est pas une activité juste comme ça. Tout le monde, hein? Je côtoie tout le monde. J'étais chez Kofi Olomide, je suis un grand fanatique de Cindy Locker, et ainsi de suite là-bas. Mais au-delà de cela, je voudrais vous dire que quand j'ai rencontré donc Noël Werasson à Samba Playa, j'ai trouvé une opportunité pour que notre pays fasse mieux. Le domaine musical, c'est un domaine de prédilection pour les Congolais. Mais pour qu'ils puissent donc jouer dans un endroit comme ça qui n'est pas bien entretenu, moi je pense que nous pouvons aider pour mettre en place des salles de spectacle. Autour de ces salles de spectacle, il y aurait par exemple des salles de cinéma, il y aurait donc des centres commerciaux, il y aurait des restaurants, d'autres activités donc connexes qui pourront créer des emplois pour les Congolais et entre-temps permettre aux musiciens de pouvoir évoluer donc dans un environnement parce que c'est créateur donc d'emplois. Alors, moi, en tant que président de la République, je m'engage moi aussi devant les sportifs, mais également les musiciens congolais qu'on va mettre en place. En développant ces villes modernes, on va mettre en place des facilités qui leur permettront de pouvoir exercer leur métier avec dignité, créer des emplois pour le reste donc, de la population. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la journée, nous sommes dans le service public pour rendre la vie agréable pour nos concitoyens. On va le faire pour les musiciens, pour les sportifs, pour tout le monde. Et je voudrais saluer tous les musiciens d'ailleurs, les Kofi Olomide, les Cindy Locker, les Djibem Piana. Restons dans ce secteur culturel, Noël Tchani. Je crois que si vous faites un tour à la Gombe, vous allez trouver que les œuvres d'art de la République démocratique du Congo sont vendues. Et les grands acheteurs, ce sont les expatriés qui viennent acheter les œuvres d'art du Congo et les amènent chez eux. Une fois au pouvoir, quelle est votre politique par rapport à ça, par rapport aux œuvres produites par les Congolais? Je voudrais mettre en place un fonds de promotion culturelle déjà, qui va servir à pouvoir encadrer les artistes pour que leurs œuvres soient protégées comme il se doit, mais également soient préservées et à l'attention du peuple congolais. Par exemple, la construction donc, des musées, des services culturels où ces œuvres d'art pourraient être conservées pour qu'elles soient disponibles donc, à tout le peuple congolais, non pas simplement à Kinshasa, mais à travers tout le pays. Et c'est pour cela que dans cette carte ici, la zone socio-culturelle aura toute sa valeur. Parce que dans chaque province, il y a des œuvres culturelles qu'il faudra préserver pour les futures générations. La culture est très importante pour nous. On ne peut pas simplement vivre comme un peuple qui n'a pas donc d'arrière, qui n'a pas d'histoire. Il y a beaucoup de choses que moi je découvre. Je suis allé en Chine, j'ai vu des œuvres congolaises, des animaux congolais qui n'existent pas donc ici au Congo, mais qui sont préservés en Chine. Aux États-Unis, c'est la même chose. En Europe, nous devons pouvoir mettre en place un environnement pour que toute cette richesse culturelle soit préservée et promue même pour le bénéfice du peuple congolais maintenant et dans l'avenir. Voilà, c'est la dernière question.
avant de pouvoir nous séparer. Ok. Voilà, dernière question. Moi, je vous accorde jusqu'à 3 heures. Hein. Ah, Je ne suis pas non, fatigué. non. Monsieur Noël Tchani, malgré ses beaux discours, malgré ses beaux programmes très alléchants, séduisants, si au 23 décembre, Noël Tchani n'est pas élu, il aura quelle attitude? 5 minutes. Ben, si je ne suis pas élu de façon transparente et démocratique, je vais appeler le gagnant pour le féliciter. Et c'est pour Mais qu'on en fait? je vais vous dire, ben, ça c'est le peuple congolais qui aura choisi. Si on choisit quelqu'un qui n'a pas de vision, qui n'a pas de plan, vous voulez que je fasse quoi? C'est la démocratie. Moi, je vais me préparer alors à utiliser le plan différemment. Mais je voudrais que le peuple congolais sache une chose, que notre pays a été mal géré. Nous avons besoin aujourd'hui de tourner la page. Tourner la page de la mauvaise gouvernance, du mauvais leadership, de la corruption endémique, de ces fausses communes, de la prédation des ressources naturelles, des rébellions meurtrières. Pour tourner donc cette page-là, je voudrais donc vous dire, je vous offre cet enfant congolais, qu'on appelle Dr Noël Tchani Mwadjanvita, qui a étudié avec l'argent du contribuable congolais et qui a acquis des connaissances dans les grandes sociétés du monde, dans les pays développés, mais aussi en travaillant sur l'ensemble donc des pays donc du monde. Je viens ici en toute modestie, en pensant que je pourrais faire la différence pour le peuple congolais. Je vous invite à voter pour moi le 23 décembre 2018. Pourquoi? Parce qu'au Palais de la Nation, on n'a pas besoin d'un amateur qui arrive là-bas, qui ne sait pas par où commencer. J'ai de l'expérience à revendre. Monsieur Noël Tchani, vous avez dit au début de cette émission que vous étiez un néophyte en politique. En politique, mais oui, cela ne veut pas dire je l'ai dit en politique. Oui. Je l'ai dit, vous êtes caractérisé par une certaine virginité en politique. Exact. Alors, à l'heure actuelle, en suivant votre plan, ne pensez-vous pas que ça soit des ambitions un peu démesurées de venir directement et prétendre devenir chef de l'État? Pourquoi ne pas faire de votre mieux pour devenir, par exemple, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, puisque vous en avez vraiment les compétences et l'expérience? Et peut-être attendre une expérience, l'acquisition d'une expérience politique avant d'aller dans ces domaines. Je n'ai pas besoin d'acquérir l'expérience politique pour faire ce que je voudrais faire pour mon pays. Vous savez pourquoi? Parce que les politiciens ont échoué. Je ne veux pas être comme eux. Je voudrais conserver ce que je suis aujourd'hui, qui est unique. Je vous dis que l'expérience politique, d'avoir occupé des postes au Congo comme étant ministre, premier ministre, président de la République, ça je n'ai pas et je ne veux pas avoir cette expérience-là. Mais j'ai l'expérience d'avoir travaillé avec des gouvernements responsables sur 85 pays. Donc j'ai une expérience politique très importante que je vais utiliser pour le Congo. La seule distinction, c'est que je n'ai jamais occupé un poste politique au Congo. Vous savez, quand vous êtes directeur résident de la Banque mondiale, vous gérez littéralement le pays, si vous travaillez bien avec les autorités donc, locales. Et j'ai cette expérience-là d'avoir été country manager, d'avoir géré des économies plus importantes. Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de l'Indonésie. 265 millions d'habitants, ça représente 3 fois la population de la RDC. J'ai l'expérience d'avoir géré des relations avec ce pays-là. Donc je connais comment fonctionne une administration, comment fonctionne un pays, et je voudrais apporter cette expertise au niveau du Palais de la Nation au profit du peuple. Voilà, merci M. Noël. Cette émission est complètement terminée. Alors les Congolais sont en train de vous suivre, en train de vous regarder. Alors une dernière promesse, sans démagogie, et en 1 minute. Je voudrais dire au peuple congolais que notre pays a besoin de tourner la page. Nous sommes un pays sous-développé aujourd'hui avec la population la plus clochardisée du monde à cause des mauvais leadership et de la mauvaise gouvernance. Je viens ici comme un homme nouveau qui n'a jamais été trempé dans tout ce qui a cloué notre pays au sol. Je vous invite à pouvoir considérer sérieusement le candidat numéro 15, Dr Noël Tchani Mwadjanvita. Si vous me mettez au Palais de la Nation, nous allons ensemble sortir notre pays du sous-développement pour en faire un pays émergent en l'espace de 15 ans. Nous allons sortir d'une situation de 85% de la population active au chômage pour créer des emplois, des opportunités pour tout le peuple congolais. Et surtout, nous allons bâtir un pays plus stable, plus prospère et plus équitable. Nous allons bâtir ce pays que les pères de l'indépendance nous ont toujours chanté dans notre hymne national. Et moi, j'ajoute simplement, nous allons construire un pays où il fait bon vivre partout, où chaque citoyen congolais a les chances égales de s'épanouir dans notre société et dans notre pays. Faites-moi confiance, le 23 décembre prochain, votez massivement pour Dr Noël Tchani Mwadjanvita à la présidence de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci Noël Tchani, c'est bien compris. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous allons vous retrouver demain avec une autre équipe, avec un autre invité également. Je crois que ce sera le dernier numéro, le 13e entretien. Et nous allons nous retrouver devant les urnes, etc., le 23 décembre, le dimanche, avec les analyses et les commentaires sur ces mêmes plateaux,
pour développer ce qu'auront été les opérations du jour. Bonsoir et merci.